Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, de la musique et du jardinage au centre aéré de Reichshofen, l'exposition autour d'une préhistoire commune à la maison de l'archéologie de Niederbronn et une chasse aux œufs à Oberbronn. C'est parti. Le centre aéré de l'espace loisirs de Reichshofen a proposé pour les vacances d'avril avec le réseau d'animation intercommunale des activités pour les enfants de 3 à 11 ans. La première semaine, qui était sur le thème Orchestri Orchestra, proposait aux enfants des activités autour de la musique. Donc les enfants ont fabriqué des instruments et ont appris à jouer avec. Alors c'était pas forcément des instruments qu'on a tous les jours, comme une flûte ou une guitare, mais ils ont fabriqué, par exemple les petits ont fabriqué un mirliton, donc à base d'un tuyau d'arrosage, et avec un papier autour, et la voix vibre et donc ça fait un bruit sympa. Donc ils ont par exemple fabriqué cet instrument là, ou les grands ont fabriqué des claves, c'est des bouts de bois, quand on tape dessus ça fait aussi un bruit sympa, et autour de ça ils ont appris à taper, à faire de la musique tous ensemble. Ils ont pu découvrir tous les genres musicaux, classiques, rock, jazz, musique contemporaine. Et en fin de semaine, un petit spectacle a été organisé sous le regard admiratif des parents. La deuxième semaine fut consacrée au thème du jardinage à partir d'une histoire poétique. Tistou les pouces verts, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a découvert à l'âge de 8 ans qu'il avait les pouces verts, et que quand il posait ses pouces quelque part, quel que soit l'endroit, si c'était dans la terre, sur les pierres, il faisait pousser des fleurs. Il avait les pouces verts, il avait cette magie dans les doigts. Et donc on s'est servi de cette histoire pour faire des activités autour des plantes avec les enfants et autour de la nature, pour qu'ils puissent respecter, savoir qu'il faut être patient pour faire pousser des choses. Les enfants ont pu avoir la main verte en désherbant un petit coin pour jardiner. Des pots de fleurs ont été décorés puis empotés par leurs soins. Les plantes qu'ils auront fait chacun, ils iront les emmener à la maison, comme ça ils pourront voir l'évolution de ces plantes à la maison et les voir grandir et en prendre soin, et pouvoir apprendre justement qu'une plante, on ne peut pas la laisser dans un coin, qu'il faut vraiment la soigner. C'est vrai qu'il y a aussi un réel échange entre les petits et les grands, et une envie de faire des choses autour de toucher la terre, de faire pousser des choses, de comprendre comment ça fonctionne, et ils ont plein de questions en tout cas. Un arbre en carton a aussi été fabriqué pour donner un air printanier à l'entrée du centre. Les enfants ont aussi pu visiter le verger à Niederbronn et faire des plantations pour participer à son exploitation. Dans la continuité des projets transfrontaliers entre le musée d'Erxheim en Allemagne et la maison de l'archéologie à Niederbronn, a été inaugurée l'exposition Une préhistoire commune. L'exposition qu'on a amenée est une rétrospective à la fois du site archéologique d'Erxheim, qui est un grand site néolithique, où il y a beaucoup d'inhumations, de matériel qui ont été trouvés dans des fosses, des fossés, et également donc, un clin d'œil au musée d'Erxheim, avec lequel on travaille. Ce qu'on va voir, c'est quelques éléments osseux, bien sûr, puisqu'on a découvert donc, à Erxheim quelque chose qu'on peut interpréter comme un rituel, c'est-à-dire les corps étaient inhumés une première fois, ensuite décharnés, et les os, ils ont retrouvé donc, beaucoup d'ossements fracassés qui étaient ensuite réenterrés. Donc, si vous voulez, c'est un peu ce qu'on appelle une inhumation secondaire. On va donc avoir un premier aperçu là-dessus. On va avoir donc, de la céramique rubanée, puisqu'il s'agit de la culture rubanée du néolithique, donc il y a à peu près moins 5000 ans, et également donc, du matériel lithique, c'est-à-dire les haches polies, tout le matériel traditionnel de cette période. La coopération entre les musées se veut complémentaire. Tandis que le site d'Erxheim assure une approche scientifique des vestiges exhumés, leurs homologues français mettent ces connaissances acquises en situation grâce à différents projets pédagogiques. C'est en Allemagne, c'est dans le Palatinat, donc c'est à peu près à 50 km de Niederbronn. L'intérêt, c'est de dynamiser une région qui a effectivement des correspondances sur le plan archéologique pour ce qui nous concerne. C'est de dynamiser sur le plan animation, c'est les échanges effectivement de scolaires, les échanges de groupes, les échanges de publics, et également des moyens.
puisque ces projets ont été subventionnés par l'Europe. Donc vous avez comme projet, vous avez le sentier d'interprétation, et ce qui va devenir l'expéridrome, c'est-à-dire un champ d'expérimentation pour faire de la pédagogie avec les enfants, mais également avec les adultes s'ils le souhaitent. L'ordre des arts et des lettres date de la 4e République. Pour clore l'inauguration de l'exposition, un hommage a été rendu à René Schellmann, récemment nommé chevalier des arts et des lettres, pour ses abondantes activités archéologiques. Le lien, c'est que ce personnage, cet homme, est à l'origine du musée de Niederbronn tel que vous le voyez. C'est lui qui a travaillé depuis les années 80 sur un programme muséographique destiné à une maison de l'archéologie, à une maison pour l'archéologie, destinée à la recherche, destinée à la divulgation au niveau de l'animation et de la divulgation grand public, et également donc à la conservation. Le 18 avril s'est déroulée la 2e édition de la chasse aux œufs organisée par l'association Autour de l'école au sein du camping d'Oberbronn. Une 60aine d'enfants répartis en 3 groupes s'étaient donné rendez-vous pour une quête aux œufs en chocolat. On avait caché les œufs en début d'après-midi et puis là ils sont en train de chercher les œufs. Mais bon, il y en a certains qui sont un peu fatigués. Les œufs ont ensuite été répartis entre les enfants et après l'effort, le réconfort, les enfants ont pu prendre leur goûter puis participer à des jeux sur l'espace du camping. Non, vas-y, prends-le, je te bloque. En fait, on a ouvert un petit peu plus cette année, donc pour les enfants qui sont membres de l'association, c'est gratuit, et aux autres personnes, on a demandé une participation de 1,50 €. C'est ce qui se fait en règle générale dans les demandes, dans les sorties de l'association, enfin du réseau. Donc on a fait pareil, on s'est basé sur les mêmes prix. Et puis là, on a des enfants, on a en l'occurrence des enfants handicapés de Haguenau, du centre rééducation du Haguenau. On a également des enfants de Filaire, de Niederbronn. L'association effectue aussi du soutien scolaire personnalisé d'1 heure par semaine, assuré par un tuteur enseignant. Et si vous désirez soutenir l'association, il vous faudra effectuer une demande manuscrite et payer une cotisation annuelle de 5 €. Créée en décembre 2003 sous l'impulsion d'amateurs passionnés, la compagnie de la Passerelle répète actuellement son 4e spectacle sur la scène de la Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn. Ça fait 4 ans qu'on a commencé. La première année, on a fait la culotte de Jean Anouilh. La deuxième année, on a joué La Dame de chez Maxime de Feydeau. Et l'an dernier, on a fait 4 petites pièces de Sacha Guitry. Alors cette année, la compagnie de la Passerelle interprète Meurtre coté en bourse, une adaptation d'un roman policier de Harold Q. Mazur, traduit en français par Vamp aux enchères. Et comme je n'ai pas beaucoup aimé le titre et que je ne le trouve pas assez révélateur, je l'ai changé et donc j'ai appelé cette pièce Meurtre coté en bourse parce que ça se passe dans le milieu de la finance. C'est l'histoire de Scott Jordan, qui est en fait avocat et qui travaille de concert avec un détective qui s'appelle John Nolla, qui vont partir sur les traces d'un criminel. Suite à effectivement une annonce qui a été passée par une jeune femme qui cherchait un époux. Et ça va très mal se passer, il va y avoir des meurtres. Je n'ai pas vu le cadavre tout de suite. J'ai avancé dans le noir, j'ai cherché la lumière.
Et je n'ai pas trouvé l'interrupteur. En avançant, j'ai senti quelque chose à mes pieds. Continuez, Clive. J'étais pris de panique. Alors j'ai décidé de décamper. Mais au moment où j'ai décidé de sortir, j'ai entendu quelqu'un qui entrait. Le livre a été écrit en 1953 et je l'ai réadapté dans les années 70. Voilà, pour donner un aspect un petit peu plus sympathique, un peu plus rigolo et un peu moins sérieux que les fameux polars des années 50. C'est votre cabinet, comment savent-ils que vous êtes ici? Je l'ai dit à mon assistante en cas d'urgence. Ah, je vous avais dit de venir en toute discrétion. Maintenant, débrouillez-vous. Pour jouer ce rôle de détective, j'ai pas eu extrêmement de mal à me mettre dans le personnage parce que la pièce a été entièrement réécrite et les rôles ont été réécrits un peu pour correspondre aux personnalités de chacun des comédiens, avec en même temps une part qui leur permet de faire un rôle de composition, c'est-à-dire de travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude d'être dans la vie réelle. Mon personnage, c'est Steven Muir. Donc, je suis le fiancé de Linda Franchini Romanoff, la victime. Steven est très impulsif, très colérique. Et donc, voilà, c'est un rôle qui est très difficile pour moi parce que je vais devoir vraiment sortir de moi-même. Et voilà, c'est un rôle de composition. J'ai lu le livre original, j'ai regardé pas mal de séries policières, j'ai lu pas mal de policiers de ces années-là pour essayer de capter un petit peu les comportements, les gestes, un petit peu le vocable aussi. Vous saviez que Linda comptait épouser Steven Muir. En engageant une procédure pour faire annuler le divorce, Igor Romanov leur mettait des bâtons dans les roues. Vous avez décidé que vous pouviez vous servir de lui pour arriver à vos fins. Après tout, Romanov n'avait plus rien à perdre. Il y a une part de vérité dans ce que vous dites, Jordan, mais vous vous trompez sur certains points. Quand Romanov est entré aux usines Leasing, je n'étais pas encore dans le coup. La pièce, on la répète tous ensemble, chaque semaine, au moins une fois par semaine, parfois deux, parfois plus, avec toute la troupe, depuis septembre dernier. Donc ça a été un travail de longue haleine, c'est encore moins d'un mois de travail avant le début de la pièce, et encore maintenant on va avoir... on sait que c'est le dernier mois où on avance le plus dans la gestuelle, dans le comportement et dans l'appropriation des rôles pour chacun. Mais à la passerelle, il n'y a pas que des acteurs. Le travail du régisseur son et lumière Alain Matz est indispensable à la création de toute pièce. L'apport lumière, voilà, c'est une mise en valeur de l'ensemble de la pièce, quoi. 50% du rendu d'une pièce de théâtre par rapport au public vient de la lumière. Il y aura un chaud, un froid, à un moment donné une ambiance un peu glauque, ce qui fait partie du polar. Le physique du personnage doit être décollé de la scène, donc avec une contre-plongée ou un contre-jour très très prononcé pour donner un contour et des formes. Et ensuite le côté blafard un peu, justement avec un peu de couleur et en fonction de l'intensité des projecteurs, on y arrivera. Donc les détails, là c'est assez spécifique la passerelle, c'est 7 pièces bien différentes. Et ce qui est passionnant sur ce genre de compagnie, c'est le côté création qui part d'un point zéro, d'une lecture de texte et d'un engagement personnel. Avez-vous vu son visage? Il faisait sombre. Pas le moindre indice quant à son identité? Pas le moindre. Je me suis laissé dire que vous étiez un as de la lutte gréco-romaine. Je sais me défendre. Alors, comment se fait-il que vous l'ayez laissé filer? Il m'a attaqué par surprise. Vous ne croyez quand même pas que je me suis fait ça tout seul? Tout le travail est concentré sur le suspense. Il faut absolument que le spectateur doute jusqu'au dernier moment. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, c'est de ne pas laisser passer trop d'indices pour que le spectateur ne sache pas jusqu'à la fin qui est véritablement l'assassin. Il faut essayer de faire deviner sans trop en dire. Voilà une pièce à conviction. Une catastrophe ferroviaire dans le Minnesota. Un homme conteste la validité de son divorce à Reno. Et là, une grille de mots croisés, moitié remplie au crayon. Il y a aussi un numéro de téléphone dans la marge. Ça ne vous rappelle rien? Peut-être. Il a dit l'avoir acheté en allant dans la maison de Linda Romanoff, en attendant le retour de Linda et de Clyde Donan après leur mariage. Il faisait des mots croisés pour tuer le temps. Quelque chose me chiffonne. J'ai pourtant lu le journal de mercredi au bureau avec Cassidy. Pourtant, je n'ai aucun souvenir d'une catastrophe ferroviaire dans le Minnesota. Je me demande si... C'est la première fois que j'entends parler d'une pièce de polar qui est montée. Mais justement, on a cette impression de faire quelque chose de très inhabituel, qui sort vraiment des codes, des pièces qu'on a fait les 3 années précédentes avec la passerelle ou des pièces qu'on a déjà eu l'occasion de voir.
Et c'est quelque chose de très plaisant de faire quelque chose qui nous pousse à aller vers d'autres horizons, à jouer des émotions qui ne sont pas tout le temps de la comédie, mais aussi quelquefois du tragique, quelquefois quelque chose de plus cérébral, quelquefois de la violence aussi, parce qu'il y aura quelques bagarres dans la pièce. Si vous vous obstinez à nier, rien ne pourra vous sauver de la chaise électrique. Vous n'avez aucune chance de vous en tirer. Mais si vous nous aidez, si vous reconnaissez votre culpabilité, vous aurez la vie sauve. Vous ne serez peut-être pas libéré, mais je vous promets que vous aurez la vie sauve. On ressent déjà le plaisir de jouer quand on vient aux répétitions, le plaisir de voir les autres personnes de la troupe. Mais pour moi, le plus gros plaisir, c'est quand je me retrouve sur scène et quand il y a 400 personnes devant moi et il se passe vraiment quelque chose et c'est très très fort, quoi. Et tout le travail qu'on a fait au cours de l'année, se finalise et on éprouve un grand bonheur. Et ma parole, vous avez fait au nageoire? Je ne suis pas le seul. Et ils m'ont fait réfugier. L'argent a une odeur pour ces gens-là. Il faut qu'on reprenne du poil de la bête. Nous sommes mi-avril sur les hauteurs de Niederbronn et pourtant la nature a déjà pris de l'avance. Les couettiers et les pommiers sont en fleurs et les abeilles en pleine activité. Francis Blum est apiculteur. Il s'agit pour lui d'installer les rehausses sur ses ruches afin de permettre aux abeilles de commencer leur travail. Mais avant tout, il faut trouver la reine et pour cela, chaque apiculteur a son truc. Alors là, on va transvaser une ruchette d'élevage. Donc une ruche qui était de l'année dernière et qu'on va transvaser dans une ruche de production. Alors, vous voyez comme ça a déjà travaillé. C'est vraiment très précoce cette année. Alors on va essayer de trouver la reine qui normalement est marquée rose, si elle n'a pas perdu son marquage. Et automatiquement, en trouvant la reine, ça nous permet de mettre tout ce monde dans la caisse de production. Sans la reine, une ruche est très vite désertée car les abeilles restent groupées autour d'elle. Trouver la reine, c'est pas toujours facile. Pour marquer ces reines, Francis Blum a sa technique. Il dépose une goutte de vernis à ongles rouges sur leur dos. Il peut ainsi les localiser très rapidement au milieu des autres abeilles. Si je ne mets pas la reine dans la caisse de production, la ruche elle est perdue. Elle est orpheline. Il faut absolument trouver la reine. Et on remettra la caisse de production à la même place et la ruche elle va donc continuer son travail. Vous voyez là vous avez la reine, elle a un point rouge, un point rose plutôt. Elle est là. Elle est. Le corps arrière il est beaucoup plus grand. Et en diamètre de tête, elle est légèrement plus grande que l'abeille. C'est pour ça qu'elle n'a pas la possibilité de passer la grille à reine. Ma passion, elle est venue par mon père qui me donnait, après mon service militaire, m'a donné 2-3 ruches et c'est là j'ai démarré. Et après, c'est devenu une vraie passion. Vous êtes toujours dans la nature et les abeilles, c'est quand même un pollinisateur qui est très important pour les fleurs, les arbres fruitiers. Parce que 80% de la pollinisation des arbres se fait par les abeilles. Et comme il y en a de moins en moins, je me suis dit, pourquoi pas m'y lancer un peu pour occuper mes loisirs. La reine ne butine pas, contrairement aux abeilles qui récoltent le nectar ou le pollen qui sera converti en miel. Dans la ruche, les abeilles édifient des gâteaux de cire appelés rayons. Ils sont formés par des alvéoles comme l'on voit sur ces images. Il existe plusieurs modèles de ruches, mais globalement celle-ci se compose de la manière suivante. Il y a d'abord le plateau, ensuite un corps de ruche, une ou plusieurs hausses, un couvre-cadre et une toiture plate ou conique. Chaque apiculteur dispose d'un matériel bien à lui, petit tour d'horizon. Oui, alors le matériel, pour commencer, la défense de l'apiculteur, c'est l'enfumoir. Alors on met un peu de bois mort là-dedans, on l'allume, automatiquement, ça donne de la fumée. Parce que sans fumée, l'apiculteur, c'est comme si vous allez à la guerre et vous n'avez pas de fusil. Alors il y a donc l'enfumoir, il y a une raclette, ça permet de gratter un peu la cire. Il y a
un lève-cadre, ça permet de, vous verrez après, lever les cadres. Il y a un morceau de craie pour marquer un peu ce qu'on a vu, pour éviter d'oublier ce qu'on a fait. Ça, on le marque sur la ruche. Il y a un genre de pipette qui permet d'attraper la renne, et sans la toucher, ça veut dire, vous mettez la renne, elle se balade sur le cadre, vous la prenez, et automatiquement vous l'attrapez. C'est la rehausse. Le corps de ruche, je vous le fais voir après, parce que mes corps de ruche sont tous occupés par les abeilles maintenant. Il y a donc à mettre la rehausse. Ça veut dire, la rehausse, c'est une deuxième caisse équipée d'une grille qui évite le passage de la reine. Pourquoi? Parce que la reine, elle est dans sa caisse, et en bas, elle est en bas. Donc, si elle passe ici, elle mettra le miel. Le miel sera mélangé avec de la ponte. Et pour éviter d'avoir ce problème, nous mettons donc cette grille à reine et des cadres. Ici, vous les mettez là. Et au fur et à mesure, encore que la ruche se développe, vous déplacez la partition à chaque fois. Et une fois que la partition elle est au bout, elle est remplie, c'est fini. La ruche, elle est pleine d'abeilles. Et elle aura la place pour stocker le miel en haut. Et moi, une fois que le miel est operculé, je peux le récolter. Ça, c'est un beau cadre qui date de l'année dernière. Et supposons, ça, c'est un cadre qui a 2 ans d'âge. Le cadre, il faut donc le renouveler parce qu'avec de la cire gaufrée. Pourquoi? La cire gaufrée, avec les années, elle se noircit, elle fonce. Et pour renouveler, pour avoir un bon état sanitaire des ruches, il faut donc renouveler les cadres. Et quand vous avez une douzaine de cadres dans une ruche, je renouvelle automatiquement à peu près 6 cadres tous les ans. Pour introduire la cire gaufrée dans un cadre, vous la mettrez et vous faites passer un petit coup de courant. Et voilà. Alors ça amène quoi ce coup de courant? Ce coup de courant, ce fil que vous avez là, à l'intérieur, il est donc tendu, et vous mettez la cire, et automatiquement l'abeille, elle construit, elle met ça en la même épaisseur avec de la cire. Ça permet de stabiliser le cadre. Parce que si maintenant vous avez un cadre comme ça, plein de miel, et vous le mettez dans la centrifugeuse, et il n'est pas renforcé avec les fils, le cadre, il casse. Alors ça, c'est donc un tout nouveau cadre que j'ai mis en cire gaufrée il y a une quinzaine de jours. Vous avez là-haut le miel qui n'est pas encore operculé, qui brille là. Vous avez le couvain, et là le couvain encore qui n'est pas operculé, en bas. Alors avant, vous me disiez que c'était des couettiers là autour de nous. Oui, ça c'est des couettes. Quand on met des ruches dans un endroit pareil, quel type de miel on peut récupérer? Miel de fleurs. C'est du miel de fleurs, on appelle ça miel tout fleur, ça veut dire elle butine sur les pommiers, sur les couettes, sur les cerisiers, elles butinent où elles veulent. Et alors elles récoltent, de toute façon là il y a de la récolte. Elles vont toujours là où il y a à manger, quoi. Et il aurait fallu transvaser déjà avant, elles ont fait le cadre sauvage, quoi. Elles ont fait un cadre là, un cadre, ils ont fait de la cire sans cadre, quoi. Et elles ont appliqué du miel déjà? Ah oui, elles ont rempli de miel déjà, vous voyez bien, ça coule de partout là. Voilà, alors cette ruche, elle est prête à... Alors automatiquement on remet, parce que tout ce beau monde veut déjà rentrer, et comme il n'y a rien... L'apiculteur a jusqu'au 14 juillet environ pour faire tourner ses ruches à plein régime. Au-delà de cette date, le pollen se fait rare. Francis Blum est passionné, il offre son miel et ne fait pas les marchés. La ancienne place. Fermé.